Vie de famille. Nous sommes en début d'année 2018 et lorsqu'on cherche sur Internet le droit à l'erreur, on tombe sur la nouvelle loi fiscale visant, je cite, la bienveillance dans la relation entre les citoyens et leur administration. Cette loi offre la possibilité de se tromper dans ses déclarations fiscales sans risquer une sanction immédiate. Bonjour et bienvenue, vous êtes bien dans l'émission Vie de famille présentée par Stéphanie Léger et aujourd'hui nous nous accordons le droit à l'erreur. Cette bienveillance, entre guillemets, vis-à-vis de l'erreur, cette façon de l'appréhender est plutôt nouvelle dans notre société. Par ailleurs, il y a un proverbe qui dit « l'erreur est humaine ». Nous allons donc nous interroger aujourd'hui sur le sens du mot « erreur ». Si l'erreur est involontaire, pourquoi avoir besoin d'un droit à l'erreur? Ça devrait être automatique. Peut-on vraiment changer de regard vis-à-vis de nos erreurs, de celles des autres? De quelle façon? Et qu'est-ce que cela ouvre comme perspective? Pour en parler, nous accueillons Gilles Jurine. Bonjour. Bonjour. Vous avez exercé pendant 16 ans le métier de pilote de chasse dans l'armée de l'air, mais aussi des fonctions d'instructeur et de responsable formation. Oui. Aujourd'hui, vous vous consacrez à la formation en milieu professionnel à travers la structure que vous avez créée en 2003, qui s'appelle Syntaxis. Vous proposez des pédagogies originales et interactives tirées de vos expériences de terrain. Vous êtes également marié et vous avez une famille nombreuse. Très nombreuse, oui. Gilles Jurine, dans notre société, que revêt le mot erreur? Est-il associé à la faute? Alors, mon point de départ, effectivement, de réflexion, c'est de se dire comment peut-on sortir de ce terme assez judéo-chrétien qui est la notion de faute. Je crois que qui dit faute dit recherche du coupable, expiation de la faute. Je pense que justement, il est nécessaire aujourd'hui d'aller chercher d'autres termes qui permettent de caractériser ce que j'appelle moi des dysfonctionnements dans les collectifs de travail. Donc ces autres termes, évidemment, il y a l'erreur dans ce terme-là, mais il y a également, je pense qu'on aura le temps ici d'en parler, ce que j'appelle un contournement, et puis ce qu'on pourrait caractériser comme une indiscipline. Ça va bien entendu supposer qu'on définisse exactement ces termes. Donc pour vous, il y a plusieurs termes à l'intérieur du mot erreur? Alors, il y a plusieurs termes à l'intérieur du mot dysfonctionnement que je veux vraiment distinguer de la faute. Le travail la tâche que je me suis fixée aujourd'hui, c'est de communiquer dans les entreprises pour sortir justement de ce terme unique qu'on retrouve d'ailleurs dans le Code du travail encore aujourd'hui. Vous voyez faute lourde, faute inexcusable, faute professionnelle, pour aller vers des termes où il y aura un peu plus de discernement et probablement même beaucoup plus de bienveillance. Et chez les enfants, parce que nous sommes quand même dans vie de famille, on parle aussi souvent de fautes, même à l'école, faute d'orthographe, oui. Pris en faute, oui, il y a pas mal d'expressions avec ce terme. Nous baignons dans cet héritage judéo-chrétien qui a pris tout un tas de déclinaisons, tant au travail qu'à l'école. Moi, j'aurais préféré lire 10 erreurs d'orthographe, si vous voulez, dans ma dictée, plutôt que 10 fautes d'orthographe. Ça m'aurait probablement donné envie de travailler un peu plus mon français étant jeune. Et en même temps, on peut trouver dans l'orthographe des contournements qui relèvent de formes d'innovation assez intéressantes d'ailleurs. Vous avez des enfants qui écrivent les mots d'une façon originale et qu'on peut écouter si on sort du terme faute, tout simplement. Alors on reparlera, je pense, dans la deuxième partie de ce qu'entraîne finalement une erreur, de son côté un peu créatif. Oui. Mais si on revient aux fautes d'orthographe, par exemple, on se dit que si on se met à la place d'un professeur, il faut bien aussi sanctionner une règle qui n'est pas su, apprise, et gérer un groupe, un petit peu comme dans une entreprise. Oui, tout à fait. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il ne doit pas y avoir une action plutôt qu'une sanction d'ailleurs à chaque dysfonctionnement. Et l'objet du travail que je mène en entreprise, c'est de réfléchir à la pratique managériale qu'on va associer à une erreur, qu'on va associer à un contournement, qu'on n'a encore pas défini, là, on va le faire, et qu'on va associer à une indiscipline. Donc, encore une fois, même ce terme sanction, si vous voulez, peut être retravaillé, réfléchi, pour se dire finalement quelle est la probabilité, suite à l'action que je vais mettre en place suite à une erreur, que cette erreur ne se renouvelle pas. Voilà. Donc, moi,
Je pense que, par exemple, si on revient sur la logique d'un enfant, il apprendra beaucoup mieux, de façon beaucoup plus durable, si on lui donne du plaisir, même dans l'erreur. Alors ça, on va en reparler du plaisir dans l'erreur. Je retiens l'expression, on va en reparler tout à l'heure. Si on revient un petit peu à notre société, finalement, comment est perçue l'erreur? Est-ce qu'on n'est pas dans une société de la performance et finalement, quand on fait un pas de côté, quand on commet une erreur, qu'est-ce que cela entraîne? Est-ce que même soi-même, est-ce qu'on n'a pas peur de commettre des erreurs? Non, cette peur-là, elle vient probablement de ce que j'ai défini comme cet héritage lié à la notion de faute. Il y a aujourd'hui tout un champ de réflexion à mener sur comment ne plus avoir peur. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous demander qui a dit n'ayez pas peur, mais on peut prendre cette phrase-là et l'appliquer à notre quotidien finalement. Moi j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de faire des erreurs, à condition qu'on ait suffisamment confiance dans la figure d'autorité, que peut être un manager, un parent ou l'autre, et sur la façon dont il va gérer cette erreur-là. Donc oui, la peur est au centre de beaucoup de choses, et je pense que voilà, il faut ne plus avoir peur de faire des erreurs. Mais en même temps, ça ne veut pas dire tout tolérer non plus. Donc il va y avoir, je reviens sur ces 3 termes, des choses qui relèvent de l'erreur, c'est-à-dire des actes involontaires, par mégarde, oubli, incompétence, pourquoi pas. Il va y avoir des contournements, c'est-à-dire des non-respects de règles, mais pour continuer à faire fonctionner un collectif. Et ça, dans les entreprises, on en voit beaucoup. Et puis des indisciplines qui, elles, vont amener un traitement très particulier, puisque l'indiscipline, c'est un écart volontaire pour se servir soi au détriment du collectif. Donc vous avez raison d'évoquer le terme peur. Je pense qu'il est au centre de cette problématique-là. Ouais. Mais et soi-même, vis-à-vis de nos erreurs, quelle est notre réaction? Même adulte, enfant et adulte. Alors, il me semble qu'on peut difficilement être bienveillant vis-à-vis d'autrui si l'on n'est pas vis-à-vis de soi-même. Donc, essayer de comprendre que chacun d'entre nous est absolument loin de la perfection, c'est un premier pas à faire, évidemment. C'est comme l'idée de passer de la morale, c'est-à-dire ce qui est bien ou mal, à une forme d'éthique, c'est-à-dire ce qui est le mieux. Personne, ni vous ni moi, n'est parfait. Maintenant, la recherche du mieux, c'est-à-dire du compromis, de l'ajustement, passe justement par une réflexion et une sortie de la pure morale, qui est également un héritage judéo-chrétien. Enfin, vous voyez, de mon point de vue, tout ça se tient dans un système philosophique qui vise à apporter un peu plus de bienveillance dans les collectifs et à sortir d'une vision dichotomique, le bien, le mal, le performant, le non performant. Voilà. Est-ce que, alors si vous dites on n'est pas toujours bienveillant vis-à-vis des autres, et de nous-mêmes, comment ça se traduit cette, j'allais dire, malveillance vis-à-vis des autres concrètement, dans une entreprise, ou même parfois par des mots ou par des écrits qui peuvent blesser? Alors, la tradition orale existe, ça c'est clair, on parle beaucoup en entreprise, mais aujourd'hui on écrit aussi beaucoup de mails qui ont l'inconvénient d'être interprétables. Je remarque pour les cas que j'appellerais pathologiques, parce que c'est pas le cas partout, il y a des entreprises qui ont mené cette réflexion-là et qui gèrent très très bien les dysfonctionnements, des recherches systématiques de coupables. Qui a fait l'erreur, entre guillemets, ou la faute, parce qu'on irait plutôt sur ce terme-là, plus qu'aller rechercher une solution, finalement, comment peut-on faire pour que ça ne se reproduise pas, ce que je constate le plupart du temps, c'est une recherche du coupable, et une forme d'expiation de recherche de la personne qui a commis cette erreur-là, et puis sans s'orienter résolument vers un projet d'action, vers le futur. Mais ça peut être aussi, effectivement, se défausser quelque part. Il y a une notion de responsabilité. Imaginez qu'on est un stagiaire et c'est sur lui qu'on va faire porter la faute, alors que ce n'est qu'un stagiaire et qu'il n'est pas responsable de par son statut. De la même façon, dans la famille, on peut être responsable des enfants lorsqu'ils n'ont pas atteint un certain âge de majorité ou de responsabilité. Alors, vous évoquez pêle-mêle plein de termes qui m'interpellent. Être responsable, c'est apporter littéralement une réponse à un processus. Moi, je préfère voir la définition de ce terme derrière ce mot-là, responsable. Apporter une réponse. Être responsable, c'est pas forcément être coupable. C'est-à-dire que je pense qu'un manager est responsable au sens où il doit rendre des comptes sur le processus qu'il a mis en place. Cela ne le dédouane pas, ou cela n'empêche pas le fait que les individus sont mus par leur libre arbitre. Et ça,
que ce soit dans le cercle de famille ou dans le cercle de l'entreprise, le libre arbitre ne se manage pas. C'est le premier don qui a été fait à l'humanité. Et voilà. Donc il y a un cadre. Ce cadre, c'est le processus à l'intérieur duquel les individus évoluent librement. Ils peuvent en sortir, même s'ils veulent, mais ce ne sera pas sans conséquence. Et typiquement, là, pour moi, sortir du cadre, ça relève plutôt du champ de l'indiscipline que de l'erreur ou du contournement. Voilà. Donc, finalement, on s'acheminerait vers la reconnaissance de nos erreurs avec indulgence. C'est ce que vous disiez. Alors, quand j'en parle aux managers, j'utilise un registre qu'ils sont capables d'entendre. Et typiquement, pour moi, il y a énormément de bénéfices à faire, de chiffres d'affaires à faire derrière l'indulgence de l'erreur. Parce que l'erreur peut être extrêmement créative, peut être source d'innovation. Et être capable d'entendre ces dysfonctionnements-là, je pense que c'est une voie de salut pour beaucoup d'entreprises qui dépensent aujourd'hui énormément d'énergie à la recherche des causes, du pourquoi, machin, etc. On peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier les causes, mais moi je plaide pour s'orienter résolument vers le futur à partir d'un dysfonctionnement. Très bien, Gilles Jurine. Eh bien, on va voir ça dans une deuxième partie. Tout ce que peut entraîner l'erreur comme créativité et comment la traiter. Nous allons nous interrompre quelques instants pour notre pause musicale. Nous sommes dans l'émission Vie de famille sur le thème « Accordons-nous le droit à l'erreur » avec Gilles Jurine, formateur en milieu professionnel. Dans une première partie, nous avons fait un état des lieux et vu que le terme faute finalement recouvrait tout un tas d'autres termes. Vous avez parlé de contournement, erreur, contournement, dysfonctionnement. Nous allons ensuite parler dans la seconde partie, donc on l'a dit, de comment regarder différemment les erreurs et de ce que ça peut apporter au niveau de leur gestion. En attendant, nous écoutons L'accident, une chanson de Lisa qui dit que le fruit d'un accident ou d'une erreur peut être un enfant. À tout de suite. Et tout à ma colère, je répétais ces mots, c'est la faute à mon père, et moi je suis de trop. Je me disais parfois, on m'a fait à l'envers, je n'ai plus de chez moi. Je suis l'enfant de ma mère, l'accident, né de l'adultère au large de l'océan. Et tout à ma colère, je me disais souvent, je voudrais m'en défaire, ce sang n'est pas mon sang. Et tout à ma colère, je demandais sans fin qu'on cache la lumière, je ne crois plus en rien. Je suis l'enfant de ma mère, l'accident, né de l'adultère au large de l'océan. Et tout à ma colère, je me disais tout bas, je reste l'étrangère au milieu de vos bras. Et tout à ma colère, je continuais pourtant à chercher à vous plaire, sans trop savoir comment. Je suis l'enfant de ma mère, l'accident, né de l'adultère au large de l'océan. Je suis l'enfant de ma mère, l'accident, né de l'adultère au large de l'océan. Je dessinais sur les murs de ma chambre des tours dorées d'où je pouvais m'envoler. Et je rêvais à l'amour en silence, au chevalier qui viendrait me sauver. Je suis l'enfant de ma mère, l'accident, né de l'adultère au large de l'océan. Je suis l'enfant de ma mère, l'accident,
adultère au large de l'océan. Merci de nous rejoindre à l'écoute de Vie de famille. Nous parlons de nos erreurs, manquements, contournements ou indisciplines, dont les buts sont bien différents. Nous l'avons vu dans notre première partie. Accordons-nous le droit à l'erreur est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Gilles Jurine, ancien pilote de chasse, formateur en milieu professionnel, qui, à l'aide de ses expériences, nous explique comment gérer des situations de dysfonctionnement. Oui. Alors Gilles Jurine, on a parlé dans la première partie de la peur de commettre des erreurs. Cette peur est-elle révélatrice d'un manque de confiance en soi ? Alors, le terme confiance en soi, pour moi, est une hérésie. On va prendre la définition purement latine, avoir confiance et avoir confiance dans l'autre. Donc, avoir confiance dans l'autre en soi, pour moi, il y a quelque chose d'incohérent. Je pense que le petit humain, quand il arrive au monde, n'a pas confiance en lui. Le lien qui va se tisser très rapidement avec des référents de la même espèce, sa maman, son père, etc., vont faire qu'il aura un sentiment de bien-être que moi j'appelle simplement de la confiance, c'est-à-dire de la foi dans l'autre, dans sa capacité à être bienveillant, dans tous les petits dysfonctionnements qu'il va expérimenter au cours de son parcours de vie de jeune enfant. Et de ces premières expériences émotionnelles va découler une typologie d'individu qui sera naturellement bienveillant avec lui-même ou pas du tout. En clair, un enfant reproduit ce qu'on va lui infliger, tant dans le positif que dans le négatif. Donc, infligeons de l'amour à nos enfants, ça va développer chez eux de la bienveillance. Mais si on ne donne pas de l'amour à nos enfants, vous reconnaîtrez qu'ils peuvent ne plus avoir confiance en eux-mêmes. Oui, tout à fait. Enfin, ils n'auront pas confiance non pas en eux-mêmes, mais dans les autres. C'est-à-dire que le sentiment qui va se développer, c'est une crainte de l'autre, tout simplement. Vraiment, mon idée, c'est de sortir du moi personnellement que j'entends derrière le terme avoir confiance en soi. C'est à mon avis, une injonction paradoxale. Ayez confiance dans les autres. Et donc, quand on a affaire à un enfant, la moindre des choses qu'on puisse lui donner, c'est non pas de la confiance en lui, mais de la confiance dans l'environnement qui l'entoure. Parce que, encore une fois, je pense, après c'est un point de vue, que le petit humain n'arrive pas au monde avec cette confiance en lui. Il y a quelque chose qui va se développer, qui tient la relation à l'autre. Quelqu'un a dit, Sartre, il me semble, l'enfer c'est les autres. Je pense qu'on peut, comme je crois que c'est Sœur Emmanuel, passer au paradis c'est les autres. Et le paradis c'est les autres, ça passe par la qualité des interactions qu'on peut avoir. Quand ça se passe bien, c'est tranquille, mais quand il y a un dysfonctionnement, c'est là justement qu'on voit quel type d'interaction de qualité on peut donner à un individu. Donc si je vous suis, quand on a confiance en les autres, on accorde le pardon aussi plus facilement et on est indulgent vis-à-vis des erreurs des autres. À mon sens, c'est typiquement le message chrétien. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Comme n'ayez pas peur tout à l'heure. Eh bien, exactement. L'idée, je pense que chez les chrétiens, l'amour est la solution, c'est pas un problème. Et justement, quel que soit l'événement, c'est grâce à cette puissance-là qu'on peut gérer, qu'on peut développer la confiance chez les individus. Et vous voyez, j'ai pas dit confiance en soi. Très bien, je comprends. Alors si nous parlions un petit peu de l'erreur, est-ce que l'erreur peut être bénéfique ? Bien des inventions sont le fruit de heureux hasards. Oui. Par exemple, Alexander Fleming, père de la pénicilline, qui était connu pour sa négligence, est un très bon exemple. Il était parti en vacances en laissant par erreur à découvert des boîtes de culture de bactéries. Et quand il est revenu, il retrouve des moisissures. Et c'est comme ça que le pénicillium a été découvert. Donc, finalement, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que l'erreur peut être bénéfique ? Est-ce qu'il faut être fier de ces erreurs ? Est-ce qu'elles sont le propre de l'homme ? Évidemment, l'erreur est le propre de l'homme, errare humanum est, comme on dit.
La personne dont vous faites la référence là évoluait probablement dans un système qu'il a lui-même créé ou un système bienveillant, c'est-à-dire un système que j'appelle tolérant à l'erreur. La notion de tolérance à l'erreur, c'est justement ne pas perdre de vue que le cadre dans lequel nous évoluons n'est pas forcément toujours le bon et pourquoi pas accueillir une erreur comme une opportunité. Je vous donne un exemple très personnel, ça touche à ma fille qui un jour me dit « j'ai perdu mon sleigh ». Alors je lui dis, mais ton sleigh, c'est quoi ça? Et elle me dit, c'est un truc qu'on met au bras, autour du bras. Donc un bracelet. Et vous voyez, le génie créatif. Pour elle, tout ce qui... voilà, c'était parce que ça se mettait sur le bras qu'elle appelle ça un bracelet. Donc finalement... peut-être que la langue française va évoluer dans ce sens-là. Mais si je lui dis d'emblée, ça c'est une faute d'orthographe ou de grammaire ou de tout ce que je veux, ça va brider cette créativité qui est une caractéristique que je reconnais à ma petite Clotilde. Elle est extrêmement créative. Alors qu'est-ce que vous lui dites justement? Vous lui répondez quoi quand elle vous parle de son sleigh? Vous lui dites que c'est pas comme ça qu'on dit? Enfin, qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis d'emblée que c'est extrêmement créatif. C'est extrêmement créatif de... donc vous reconnaissez sa qualité? Oui, malgré tout, il y a un point de vue communément admis, qu'on appelle la langue française, qui fait qu'on arrive à se comprendre les uns les autres, et on s'est arrêtés tous, avec l'expérience de nos anciens, sur le fait que ça soit un seul mot, et que ce mot-là s'appelle bracelet. Voilà. Alors elle m'en a sorti des tas comme ça, mais derrière cette Clotilde-là, il y a une créativité extraordinaire. Et je pense que notre travail, c'est de ne pas brider cette créativité-là, mais tout en la gardant dans un certain cadre. Bon, voilà, donc vous avez des gens qui le sont, très créatifs, et d'autres qui le sont moins. Manager un collectif, que ce soit un collectif dans la famille ou un collectif dans une entreprise, c'est prendre en compte ces différences d'approche par rapport à ce qu'on appelle la réalité, entre guillemets. Oui, mais dans un collectif, dans une entreprise, on n'a peut-être pas toujours le temps d'expliquer tout cela à chaque individu. Comment fait-on pour manager, je ne sais pas, j'imagine, une équipe d'ouvriers qui, dans certains, peuvent faire des erreurs et comment, pas sanctionner, mais comment faire quand même appliquer une règle pour que la production soit conforme à ce qu'il faut faire. Oui, il y a effectivement une différence fondamentale entre la relation familiale et la relation de travail, ne serait-ce que par l'amour qu'on porte aux individus dans la famille, ce qui n'est pas forcément le cas en entreprise. Maintenant, je pense, et c'est ce que j'essaye d'apporter dans les entreprises, qu'il faut sortir de la stigmatisation de l'individu qui a commis l'erreur. Encore un terme religieux assez intéressant. À mon sens, manager le plus efficacement une erreur, c'est ramener cette erreur à l'ensemble du groupe. Voilà ce qui a été fait, par exemple. Nous aurions tous pu faire exactement la même chose. Comment allons-nous faire pour que ça ne se reproduise plus? Vous voyez, c'est l'art de passer de « il a commis » à nous prenons ensemble la charge de cette erreur. Attention, là, je parle bien d'erreur pour le moment, et pas d'indiscipline, par exemple. Mais ça va supposer une sorte de gradation, si vous voulez, dans la façon dont on va gérer les dysfonctionnements. Imaginons que je sanctionne une erreur, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il me restera sur une indiscipline? En général, pas grand-chose. Donc il y a une graduation et du discernement dans ces trois mots, erreur, contournement et indiscipline. Est-ce que chaque cas doit être regardé avec différenciation et comment faites-vous justement pour distinguer la frontière n'est pas toujours évidente, j'imagine, entre l'indiscipline, l'erreur, le contournement même. Donc ça, c'est à mon avis pas évident à gérer, non? Alors c'est pas évident et c'est également le fruit de quelque chose dont on doit, à mon avis, se réjouir dans notre société, c'est-à-dire le libre arbitre. Les managers aujourd'hui ont la capacité, ont un pouvoir de placer une indiscipline sur le champ du contournement ou de placer... Enfin, on peut mettre la graduation où on veut, le curseur où on veut. Mais est-ce que c'est aussi bien perçu par les personnes qui sont en dessous? Parce que la justice, c'est quand même un sentiment fort. Il faut effectivement une cohérence et une justice dans les actions. Ça passe par des choses qui peuvent ne pas faire plaisir à tout le monde, ça c'est tout à fait clair. Mais voilà, tout simplement, je pense que l'erreur doit être accompagnée, le contournement managé, parce que aucun collectif ne peut fonctionner sans contournement, et ça c'est ce qui peut risquer de faire empêcher de dormir des responsables qualité pendant de nombreuses années. Par contre, l'indiscipline, elle doit être traitée, à mon sens, avec la dernière des déterminations, mais toujours pareil, on peut être
extrêmement bienveillant, même avec l'indiscipline. Je vous renvoie pour ça à la parabole que j'aime bien citer, qui est la parabole dite de la femme adultère, qui n'est pas une parabole d'ailleurs au passage, qui est une histoire avérée. Alors, racontez-nous rapidement, si possible, oui. remettez-nous cette parabole en tête. Alors, la première fois que je l'ai entendue, j'étais enfant au catéchisme. Elle m'a traumatisé, pour tout vous dire, puisque elle se finit... Enfin, apparemment, l'histoire risque de se finir mal, puisqu'à l'époque, quand on trouve une femme adultère, la condamnation est évidente, on doit la lapider. Caïphe, qui est le patron du Sanhédrin, qui vise à la condamnation du Christ, questionne le Christ, évidemment, sur cette logique-là. Et le voilà dans un dilemme absolu, puisqu'il doit prendre une décision. Est-ce que je me dédie sur ma foi chrétienne, ou est-ce que, enfin, il ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs à l'époque, ou est-ce que je me dédie sur ma foi juive? Il faut quand même rappeler que le Christ est rabbin. Il a cette phrase absolument géniale, qui à mon avis est le sens de tout le travail que j'essaye de communiquer dans les entreprises. Il dit, je suis d'accord avec vous, il faut évidemment condamner cette femme, mais que le premier d'entre nous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Je pense que chacun d'entre nous pouvons mener cette réflexion-là qui doit nous amener à une forme de bienveillance. Vous voyez, même dans l'indiscipline, finalement, qui sommes-nous pour juger des indisciplines, entendu que, évidemment, vous, comme moi, on en a tous commis à un moment ou à un autre. Voilà. Je crois que c'est le sens profond de cette parabole. Donc la loi doit être pas forcément appliquée de manière systématique sans réfléchir. Le génie du christianisme permet de réfléchir à l'application de la loi, et tout le sens du libre arbitre est là, à mon avis. C'est ce qui fait que nous vivons dans un régime démocratique. C'est mon point de vue, bien sûr, mais je pense qu'on vit dans un régime démocratique parce que nous avons complètement sécularisé la logique chrétienne. Même si on s'en est détaché progressivement. Voilà. Comme le dit Chateaubriand, d'ailleurs, le génie du christianisme, c'est ça, c'est de permettre un régime où le libre arbitre s'exprime, sans oublier pour autant qu'il y a un cadre. Merci beaucoup, Gilles Jurine. Merci pour votre éclairage sur ce thème qui est à la fois riche et varié en signification. Oui. On l'a bien travaillé, nous aussi. Merci pour vos conclusions qui peuvent aider chacun dans son parcours de vie, que ce soit familial ou au travail. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui formateur en entreprise par l'intermédiaire de Syntaxis, structure que vous avez créée. Alors vous êtes également en train d'écrire un livre dont le titre, qui est peut-être pas définitif, mais vous l'avez appelé La Bible lue pour les managers. Oui. Et on espère que ça va sortir très vite. Moi aussi. Merci beaucoup à vous tous qui nous écoutez. Merci de nous rester fidèles. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site. Nous vous retrouvons dans Vie de famille la semaine prochaine. Au revoir Gilles Jurine. Au revoir.